merci d'être là, bienvenue dans cette école. Je voulais aussi remercier les organisateurs d'avoir choisi l'école de Montpellier. C'est évident, après Lyon, après Nancy, remercier évidemment les enseignants qui se sont impliqués, les équipes administratives. Donc le programme FIBAT, c'est un programme qui est très important pour nous. L'inventaire qu'on a fait, ça nous permettrait de capitaliser les bonnes pratiques dans les écoles d'archi. C'est quelque chose de très important. Et donc quand on dit capitaliser, il faut donner les moyens pour partager. Quelques constats, des chiffres que vous savez sans doute, mais la part évidemment du bâtiment dans l'impact environnemental, c'est-à-dire que ce soit en termes de consommation énergétique ou en termes d'émissions de gaz à effet de serre, est importante, hein, on le sait. C'est un secteur très contributeur aux impacts climatiques, et donc l'action sur le bâtiment, et en particulier le bâtiment existant, est absolument indispensable. En termes de gisement, on est sur des masses très importantes. Vous savez qu'il y a 30 millions de logements, il y a plus qu'1 milliard de mètres carrés de surface de tertiaire. Donc du tertiaire à la fois privé mais aussi public. On parlait tout à l'heure de la rénovation d'un établissement comme celui dans lequel nous sommes. Et puis également la question de la précarité énergétique. Alors on a mis ce chiffre qui illustre les ménages qui se privent de chauffage parce qu'il y a une facture énergétique qui bondit et parce qu'il y a des bâtiments mal isolés. Voilà, ce sont des chiffres importants. Il y a d'autres chiffres comme il y a 7 à 8 millions de passoires énergétiques, c'est-à-dire de logements qui sont en bas de l'échelle du DPE. Vous savez, F et G, 7 millions à 8 millions, un quart du parc de résidence principale. Et donc 4 millions de ménages en situation de précarité, c'est-à-dire des ménages qui ont du mal à payer leurs factures. Enfin, tous ces chiffres en toile de fond du plan de rénovation ont incité le gouvernement en 2018 à donc lancer un grand plan de rénovation et à montrer que c'était une priorité. L'enjeu pour le ministère de la Culture, c'est vraiment de se positionner au cœur avec les autres ministères, notamment celui de la transition écologique et solidaire, de cette politique interministérielle qui vise justement à accélérer ou à favoriser la transition écologique. Il faut insister sur le fait que, voilà, en termes de cohérence de l'action publique, le ministère de la Culture lui-même a inscrit dans de nouveau sa stratégie nationale pour l'architecture, le fait que l'intervention sur l'existant, c'est un axe fort de sa politique. Et on a quelques chiffres à vous montrer. Donc on sait que le secteur du bâtiment consomme 45% de l'énergie finale des bâtiments, qu'il contribue à en gros 30% des émissions de gaz à effet de serre et surtout qu'il produit aussi 70% des déchets, de l'ensemble des déchets français. Donc, par rapport à ces questions d'arbitrage, rénovation par rénovation, il faut avoir ce chiffre en tête. Et c'est là où on attend les architectes, c'est sur toutes ces questions de massification de la rénovation. Il y a deux sujets autour de ces questions-là. C'est qu'aujourd'hui, on sait que les particuliers, ce qui déclenche les travaux, et notamment les travaux de rénovation énergétique chez les ménages, c'est pas du tout l'envie de réduire sa facture énergétique, c'est des questions de confort et des questions d'usage. Les gens font des travaux chez eux parce qu'ils veulent s'agrandir, avoir plus de lumière. Les personnes qui sont en capacité d'accompagner ce changement, ces travaux, ce sont les architectes. Et d'ailleurs, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est l'ADEME qui explique que dans tous les travaux qui ont été faits ces 10 dernières années, les seuls travaux qui atteignent les ambitions voulues en termes de rénovation énergétique, qui permettent de changer de classe et d'étiquette énergétique et qui offrent pleine satisfaction aux clients, ce sont les travaux qui sont accompagnés par les architectes. Pour réaliser cet inventaire, on a eu le plaisir d'être invité par le programme FIBAT, par le biais du ministère de la Culture, en tant que réseau ENSAECO, pour justement participer à la réalisation concrète de l'inventaire dans chacun des établissements. Et ceci s'est passé par l'identification de 1 ou 2 référents par établissement qui, du coup, ont pu réaliser cet inventaire. C'est un travail de très longue haleine. Ce travail commence en juin 2018 et on a mis plus de 8 mois pour se mettre d'accord sur une base commune de qu'est-ce qu'on entend par pouvant être la question de la rénovation énergétique dans une école d'architecture et comment est-ce que justement on peut poser la question de la rénovation énergétique non pas uniquement comme une donnée technique liée à un champ, mais comme une donnée qui est plus globale.
Ceci a donné lieu à 285 enseignements qui sont inventoriés et 170 enseignants qui sont interviewés dans 17 ENSA sur 20. Ça nous permet, nous, d'orienter d'abord notre réflexion sur le fait qu'il faut que l'ensemble des enseignements sont concernés. Et ça nous a conforté dans cette idée-là, que l'enseignement du projet, par exemple, doit apporter aussi ces questions de rénovation énergétique, même si elle n'est pas forcément centrale dans un projet d'architecture neuf, par exemple, puisqu'on parle de rénovation, mais quand même, qu'elle doit sortir du champ trop spécifique de l'enseignement technique, du champ STA, pour aller irriguer l'ensemble des enseignements, l'ensemble des cycles également. Nous, à Nancy, si on avait dû recenser les enseignements liés à la rénovation énergétique, on aurait eu finalement une réponse, celle de Manon Kern, qui est un séminaire spécifique sur la rénovation, la réhabilitation de l'existant. Mais voilà, on aurait eu trois entrées maximum. Alors qu'on a finalement réussi à recenser 18 enseignants pour à peu près 26 enseignements. Et sur 35 enseignants. Et c'est vrai qu'on a, après concertation avec le comité de pilotage de FEBAT Archi, on a ouvert le champ à non pas que la rénovation, mais la reconversion, réhabilitation, transformation de l'existant. Et non pas que sur l'énergie, mais sur la transition écologique en général. C'est important de pouvoir aussi donner cette opportunité aux étudiants de faire cet inventaire. Donc il y avait 3 étudiantes. On a tout de suite constaté aussi que le mot rénovation énergétique ne revenait que dans un enseignement. Et donc il a fallu aussi adapter la méthode. Et en gros, on est parti sur des mots-clés qui étaient déjà présents sur le questionnaire. Et ensuite, on a fouillé dans le programme pédagogique qui existe pour vraiment cibler les enseignants qu'il fallait interroger. C'est très bien d'avoir interrogé l'école. On est passé par l'intermédiaire d'étudiants qui ont interrogé les enseignants. Et on a vu apparaître plein de choses qui petit à petit se sont cristallisées, pas automatiquement au niveau quantité, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est les petites choses émergentes, d'aller voir un peu partout et de poser les questions, de voir aussi ceux qui sont dans un premier temps intéressés, ceux qui seront dans un second temps parce que les premiers vont entrer là-dedans. Et donc c'est une porte ouverte qui est intéressante, comme il y en a plein partout qui vont permettre d'engager cette mutation globale de pensée, de culture, de vision que nécessite la transition, on va dire, globale, transition écologique, dans laquelle, bien entendu, la transition énergétique a sa place. L'idée, c'est d'être le plus... D'abord, de balayer l'ensemble en fait, d'une assez large palette de compétences. Je parle de la compétence des enseignants par rapport à ce qu'ils enseignent. Donc, pour leur apporter effectivement un renforcement, un élargissement possible de leurs compétences, et tout en leur offrant des outils pédagogiques avec un menu très, très extensif également, et qui permettent à la fois de se saisir d'outils pédagogiques et, dans certains cas, de les expérimenter. Soit en présentiel, soit en distanciel. Je prends un exemple, un jeu de rôle, par exemple, pour mettre en scène le jeu des acteurs entre le maître d'ouvrage, le bureau d'études, le bureau de contrôle, les entreprises et l'architecte, par exemple. On peut le complexifier d'ailleurs. On peut imaginer d'avoir ce jeu de rôle disponible gratuitement. On verra sous quelle forme concrète après. Mais on peut aussi imaginer que dans les séquences que vous avez proposées, comme c'est un peu compliqué, on est 1 heure où on fait, avec les enseignants présents, on fait ce jeu de rôle pour voir comment ça fonctionne. On voit aussi ses possibilités, ses limites, ce que ça peut apporter, etc. Vous voyez, où il y a d'autres choses qui pourraient être faites sous forme de vidéos ou de MOOC interactifs. Enfin, il y a beaucoup de supports possibles. Donc vous voyez que c'est un programme assez large, mais encore une fois, l'ambition est très large. 2000 enseignants à former, a priori. Ça veut dire que ce n'est pas un module qu'on propose un jour dans l'année, ou 2 jours dans l'année. C'est un ensemble qui vont être de choses qui vont être régionalisées, peut-être différenciées suivant les régions, on l'a dit à l'instant, et qui vont être aussi déployables sur des groupes relativement restreints. Nous, en tant que professionnels de l'ingénierie environnementale depuis longtemps, on vient souvent nous chercher
pour faire ce genre de formation. Et vous savez ce qu'on répond? La même réponse que tout à l'heure. Jamais c'est mon architecte. C'est-à-dire que je veux simplement dire que ces modules-là et la construction pédagogique de ces modules-là doit se faire au minimum dans des tandems, voire dans des triplettes. Souvent, on vient chercher moi tout seul. Je dis, je viens avec 2 architectes. Et toutes ces animations-là, toutes ces formations-là, on les fait avec des architectes. Et vous ne pouvez pas imaginer la richesse des débats, du sous-zoom, des zooms, quantifier ce qui est quantifiable, mais surtout ne pas en rester là. C'est ça la clé de tout ça, quoi. Qu'est-ce que vous faites pour encourager l'utilisation de matériaux plus propres? Parce que c'est bien beau de rénover, mais si on utilise des matériaux comme le polystyrène, qui ont du coup un impact fort sur la nature, je ne pense pas que ce sera utile, vu l'urgence écologique. Et je pense que tous les étudiants actuellement dans la salle le pensent. C'est urgent d'agir maintenant.